Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans votre journal. En ouverture de ce journal, les élections nationales zooment sur l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Nous irons au Théâtre des Variétés pour découvrir la suite du cycle de conférences de la Fondation Prince Pierre. Et nous parlerons culture avec une exposition collective à la Galerie Carré d'Or. J-4 avant les élections nationales, dimanche, les électeurs de la Principauté seront appelés aux urnes afin de déterminer la nouvelle composition du Conseil national. Un scrutin qui se fera sous le regard d'observateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Les explications de Patricia Navarro. Ils sont 4 originaires de Pologne, Slovénie, Italie et Biélorussie, des experts internationaux mandatés par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Depuis quelques jours, ils sont en Principauté pour assurer une mission d'observation en vue des élections nationales organisées dimanche. Nous suivons les préparatifs des élections et observons quelles sont les clés du processus électoral, comme le volet administratif, le cadre législatif, la campagne et le rôle des médias. Voilà à quoi nous nous intéressons et non pas spécifiquement sur le vote en lui-même ou le dépouillement le jour des élections. L'analyse porte vraiment sur le cadre législatif et la façon dont l'État s'organise pour ce scrutin, comment la presse traite ce dossier et comment les candidats et les différentes listes font campagne. Ces observateurs de l'OSCE ont été invités par la Principauté. C'est la première fois que des représentants de cette organisation vont suivre un scrutin monégasque. Et après avoir rencontré au cours des derniers jours les différents acteurs du scrutin, organisateurs, candidats, une réunion avec la presse locale a été organisée 4 jours avant le vote. Nous essayons de comprendre quelles possibilités sont offertes aux candidats pour la couverture médiatique, pour informer les électeurs, et quelles sont les règles internes et le travail que s'imposent les médias pour assurer une équité de traitement aux candidats sans être partiaux et favoriser une liste plus qu'une autre. Le jour du vote, les 4 représentants de l'OSCE seront présents, salle du canton. De leur travail d'observation sera ensuite tiré un rapport final dans un délai d'1 à 2 mois. Et si cela leur semble nécessaire, des recommandations seront alors préconisées dans cet écrit. Le cycle de conférences de la Fondation Prince Pierre s'est poursuivi ce lundi au Théâtre des Variétés avec un invité au cœur de l'actualité. Didier Ottinger, commissaire de l'exposition parisienne à succès consacrée à Edward Hopper, revient justement sur cet artiste américain. Patricia Navarro vous en dit plus. 784 269 visiteurs, l'exposition parisienne événement consacrée à Edward Hopper a battu des records. Et au lendemain même de sa fermeture officielle, le 3 février, Didier Ottinger, le commissaire de l'exposition, était en Principauté pour une conférence prévue de longue date avec la Fondation Prince Pierre au Théâtre des Variétés. Un Didier Ottinger encore tout étonné, mais très heureux de ce succès de taille. D'abord, je crois que c'est au fond une passion française qui est l'intérêt pour l'Amérique sous toutes ses formes. Et c'est vrai que Hopper est le peintre des emblèmes américains, c'est le peintre de la route, c'est le peintre des villes américaines. Et je crois que cette iconographie très spécifique de l'Amérique que partage évidemment le grand public à travers les romans, à travers les films américains, etc. Je crois que c'est l'amour, au fond, des Français pour l'Amérique qui est d'abord le premier signe de ce succès de Hopper. Didier Ottinger est enfin connaisseur de l'art américain. Il a notamment travaillé au Musée d'art moderne de New York. Et devant le public réuni au Théâtre des Variétés, il est revenu sur la vie et l'œuvre d'Edward Hopper, un artiste longtemps dénigré par une certaine élite. C'est une peinture qui n'appartenait pas au grand récit de l'art moderne. On considère généralement que la peinture moderne aux États-Unis commence avec Jackson Pollock. Là, on est des décennies en avant. Et c'est une peinture qui n'avait jamais été vue en France. Donc c'est vrai que c'est une surprise, et une agréable surprise. Et c'est vrai qu'après Hopper, je vais retourner aux États-Unis pour étudier un autre artiste qui était un condisciple de Hopper à l'école d'art de New York, qui est George Bellows, qui va faire l'objet d'une grande exposition à Londres bientôt.
Des projets Didier Ottinger n'en manque pas. En tant que directeur adjoint du Centre Pompidou à Paris, il prépare une grande exposition consacrée aux objets surréalistes. Quant au cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre, il se poursuivra le 11 mars prochain avec un autre amoureux des États-Unis, l'écrivain, cinéaste et journaliste Philippe Labro, qui viendra parler de cinéma. La Galerie Carré d'Or propose une exposition collective. Plusieurs artistes de différentes nationalités présentent leurs œuvres. Parmi eux, Laurent Lassource, artiste monégasque, expose pour la première fois en Principauté. Reportage. 5 ans déjà pour la Galerie Carré Doré, un anniversaire particulier grâce à la création de l'Art Club Monte-Carlo, une union qui va permettre de renforcer la présentation des meilleurs artistes, d'aider les adhérents dans leur choix de pièces de maître pour leur collection privée et de proposer des conférences sur l'art. Cette association a donc permis de réunir différents artistes venus des 4 coins d'Europe. Des œuvres en résine ou bien sous plexi, des tableaux abstraits ou bien des peintures qui nous ouvrent un univers enchanteur et magique sont à découvrir. Et parmi ce panel de pièces uniques, un artiste monégasque expose pour la première fois en Principauté sa spécialité, la céramique. En fait, c'est ma première exposition, une de mes premières. J'ai déjà exposé dans cette galerie ici, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais j'ai beaucoup de projets en céramique. Je suis passionné de céramique et j'ai beaucoup fréquenté le pavillon Bozio. Et je trouve que c'est une très bonne école. Et c'est de là d'où m'est venue cette envie pour la céramique. Depuis 1997, Laurent Lassource travaille sur le thème de l'eau en proposant des lavabos en forme de lettres. Il fait notamment référence à la société de consommation étroitement liée à l'art. L'idée de cette exposition, c'est de réaliser un pont entre l'art et le thème de l'eau avec des objets de notre quotidien, les lavabos. C'est de faire des peintures, à la fois des objets qui soient des peintures, sculptures, objets design. 6 artistes sont donc à découvrir à la Galerie Carré Doré jusqu'au 18 février prochain. Les amateurs de courses nautiques le savent bien, la Primo Cup est organisée en Principauté par le Yacht Club de Monaco. L'édition 2013 s'est déroulée du 1er au 3 février et reprendra ce week-end. Un reportage de Sandrine Nègre. Il s'agit certainement de l'un des rendez-vous les plus incontournables pour toute l'élite du yachting. Chaque année, le début du mois de février est marqué par l'organisation de la Primo Cup, trophée Crédit Suisse, par le Yacht Club de Monaco dans la baie de la Principauté. Une Primo Cup qui constitue le coup d'envoi de la saison internationale du yachting. Primo parce que c'est la première de la saison et puis aussi Primo parce qu'on a longtemps innové dans le mode de parcours, dans les bateaux, la présentation des séries. Et puis c'est la première fois aussi qu'une régate s'était dédiée essentiellement au monotype. On a à peu près 130 bateaux, ce qui représente grosso modo entre 400 et 500 équipiers. Et bien sûr, on a des Russes, des Suédois, quelquefois des Brésiliens, des gens qui viennent de partout d'Europe. On a beaucoup plus d'étrangers que de francophones. Donc c'est très international. Oui, c'est surtout très international comme Monaco et c'est ce qui nous tient à cœur. Et les équipiers justement qui participent à cette 29e édition connaissent avec précision les particularités des eaux monégasques. Faut pas faire d'erreur, enfin disons faire le moins d'erreurs possible. Et c'est pas facile, c'est un exercice très difficile à Monaco puisque le vent a tendance à être assez volage. Donc, les conditions comme aujourd'hui, il n'y a pas de vent ou alors il y en a beaucoup et les conditions peuvent changer instantanément. Le vent peut tourner de partout, tout le temps. Donc c'est à la fois très intéressant tactiquement et très intéressant comme entraînement. En marge de cette Primo Cup, une conférence a été organisée, non plus pour parler de la Primo Cup, mais d'une compétition qui ne passe pas par la Méditerranée, le Vendée Globe. Avant le départ, j'avais coutume de présenter François Gabard comme François Mozart. Et ça ne m'a pas desservi, évidemment, parce que quand on voit le talent de ce garçon, d'une part, et d'autre part, la façon dont il utilise son talent, c'est remarquable. Ce que je peux dire sur lui, c'est que pourquoi il a gagné avec très très peu d'heures de différence. Mais ces heures-là, c'est probablement un tout petit peu de chance, un tout petit peu plus de détermination et la petite touche qui fait que ça marche. Celle-là, la petite touche qui fait que ça marche, on ne sait pas la définir. La parenthèse consacrée au Vendée Globe n'aura été que de courte durée. Place à présent à la reprise de la Primo Cup ce week-end dans la baie de Monaco.
Passons au sport à présent. L'AS Monaco reçoit le Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 2. Un seul objectif, retrouver enfin la victoire au Louis II. Les explications de Frédéric Elion. 3 matchs nuls consécutifs à domicile en Ligue 2, un bilan insuffisant pour une équipe qui vise la montée parmi l'élite. Si les hommes de Claudio Ranieri excellent depuis quelque temps à l'extérieur avec 3 victoires d'affilée, ils connaissent quelques problèmes ces derniers temps pour l'emporter au stade Louis II. Manque d'efficacité et de concentration sur 90 minutes, voilà les arguments avancés par le coach italien de l'ASM, pour qui il faut absolument renouer avec la victoire à domicile. The last victory is the last day of November. Notre dernière victoire à domicile en Ligue 2 remonte au dernier jour du mois de novembre contre Sedan. Ça fait trop longtemps que nous n'avons plus gagné au Louis II et on veut l'emporter vendredi. On va essayer de le faire, comme à chaque match, c'est important d'être très concentré car le Havre joue un bon football. Ils ont un bon attaquant et je me souviens qu'à l'aller, ils nous avaient battus en marquant un but exceptionnel, mais mes joueurs sont prêts. My players are ready. Ça devient vraiment urgent, surtout qu'on ne fait pas des mauvaises prestations au Louis II. On arrive à créer du jeu, à se créer des occasions. Malheureusement, on n'arrive pas à tout les mettre au fond, à tout concrétiser. Donc, ouais, ce serait bien de gagner ce week-end au Louis II. Et pour retrouver le chemin de la victoire, l'ASM pourra compter sur l'apport de ses recrues qui se sont adaptées très rapidement, notamment Mounir Obadi ou Emmanuel Rivière, auteur d'un but et d'une passe décisive à Arles-Avignon. Ces 2 joueurs sont très impliqués dans notre projet. La relation au milieu entre Obadi et Mendy est très prometteuse. Et Rivière a très bien joué contre Arles-Avignon. Ces 2 joueurs nous apportent une option supplémentaire et j'espère qu'ils nous donneront le petit plus pour gagner le prochain match. C'est des joueurs de Ligue 1, donc forcément c'est eux qui vont nous pousser vers le haut. On le voit, c'est vraiment des exemples, même en entraînement, etc. On voit que c'est des très très bons joueurs, donc pour nous c'est tout bénef. Monaco-Le Havre rencontre de haut de tableau entre le 2e et le 7e du championnat. Match vendredi à 20h au stade Louis II. Et en bref, dans le reste de l'actualité, toujours dans le domaine sportif. Sachez que la nouvelle édition du Beach Soccer aura lieu ce samedi à l'initiative de la princesse Stéphanie pour Fight AIDS et Pascal Olmeta pour l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Des célébrités vont disputer des matchs amicaux dans l'après-midi en faveur d'enfants malades. La recette des entrées sera partagée entre les 2 associations. Un coup de pouce pour continuer à mener à bien leurs missions respectives. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Jeudi, du soleil malgré quelques nuages avec des températures qui iront de 7 à 12 degrés. Vendredi, un temps inchangé, vent faible et une maximale de 11 degrés. Samedi, poursuite d'une période incertaine avec un thermomètre allant de 6 à 8 degrés. Et enfin dimanche, quelques éclaircies au programme avec des températures stationnaires. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez François Chantré dans un magazine hors cadre consacré à Marie-Claude Beau, directeur du NMNM. À très bientôt sur Monaco Info.